un domaine souvent négligé des politiques commerciales, revient à fidéliser ceux qui sont déjà vos clients. Or, pour fidéliser encore davantage des utilisateurs, on peut travailler sur tout un tas de phénomènes, notamment dans le cadre d'applications mobiles ou bien de réseaux sociaux, de plateformes de mise en relation, où l'on va chercher à encourager certains comportements plutôt que d'autres, car on sait qu'ils vont avoir pour effet d'augmenter le cycle de vie du client par rapport aux produits ou aux services proposés. C'est dans ce cadre que nous allons repartir du livre de Nir Eyal, qui s'interroge sur les différents moyens d'utiliser les données et le design pour encourager certains comportements et modeler les habitudes de vos utilisateurs. On verra deux parties. D'abord, comment analyser les données pour comprendre ce qui déclenche certains usages et ainsi mettre en place des mécanismes incitatifs. Et dans un deuxième temps, comment adapter son produit en mettant en place un système de récompense et en liant l'usage de son produit à un investissement de long terme pour l'utilisateur. Partons d'abord de l'analyse des données. À partir des statistiques que vous avez pu collecter, vous avez peut-être identifié que les utilisateurs qui faisaient pour vous de bons clients avaient globalement les mêmes comportements. Votre but va être de comprendre d'où viennent ces comportements, donc cela suppose de reprendre des questions de base, en s'interrogeant sur ce qui pousse vos utilisateurs à utiliser votre produit plutôt qu'un autre, et surtout, à comprendre ce qu'ils cherchent à résoudre comme problème en utilisant votre produit ou service. Une fois que vous avez compris ce qui se passait dans la tête de vos utilisateurs et pourquoi ils venaient vers vous, il devient beaucoup plus simple de cibler de futurs clients qui auront toutes les qualités pour être potentiellement intéressés par votre offre. À partir de là, vous allez réfléchir à toute une série de déclencheurs externes. Alors, quand vous êtes en phase de lancement, ça peut être de payer des petites campagnes en achetant des campagnes sur Twitter, sur Facebook, sur Google AdWords pour voir éventuellement ce qui peut marcher à partir de vos hypothèses. Généralement, cette stratégie n'a qu'un temps, parce que payer pour obtenir du réengagement de la part des utilisateurs n'est pas très viable. En revanche, c'est un bon moyen d'attirer de nouveaux utilisateurs. Deuxième canal, toutes les retombées presse et les échos que peut avoir votre offre auprès des blogs, des sites spécialisés et des différents médias. Toute cette communication est quelque chose que vous obtenez parce que vous avez une bonne offre au bon moment, mais paradoxalement, cette capacité à capter le bon moment fait aussi votre perte à terme, puisque par essence, les médias sont intéressés par ce qui est nouveau, donc c'est très bien pour faire parler de votre produit, mais tout comme ce que vous pourriez payer, c'est limité. Surtout, c'est une tâche difficile d'exister dans les médias et relativement imprévisible. Ce qui devient beaucoup plus intéressant, en revanche, c'est tous les échos que vous pouvez rencontrer par vos utilisateurs, ce qu'on appelle le bouche à oreille. Et n'oubliez pas que la viralité en ligne est certes quelque chose que vous pouvez mesurer, mais la viralité dans le monde réel, le bouche à oreille traditionnel autour de la table du dimanche midi, n'est rien de mieux, parce que généralement, cette viralité sera beaucoup plus pérenne qu'un simple tweet relayé au milieu d'un fil de discussion. Alors bien sûr, vous avez toute une série de techniques de gros hacking qui consistent à trouver des boucles de viralité, c'est-à-dire qu'un utilisateur est incité à partager telle ou telle chose dans le but d'entretenir le recrutement de nouveaux utilisateurs. Ça n'a qu'un temps et souvent c'est aux frontières de ce qui est acceptable pour un utilisateur. Si vous commencez à forcer les utilisateurs à pirater leurs contacts, à inonder tous les contacts et à les spammer, ce n'est plus une boucle de viralité, c'est quelque chose d'immoral. Donc ne jouez pas avec le feu. La dernière dimension, et c'est aussi quelque chose de souvent négligé, c'est une fois que l'utilisateur s'est inscrit ou bien installé votre application, qu'il a créé un compte, il se retrouve avec un sentiment d'appartenance. Sur une application, ça se traduit très concrètement avec l'icône de votre appli dans sa liste d'applis, la présence de notifications éventuellement et l'envoi régulier d'emails l'incitant à faire telle ou telle chose. Voyons à présent comment encourager les utilisateurs à agir. D'abord, un utilisateur, généralement, quand il a une application en main ou un service à disposition, il cherche à satisfaire des besoins relativement primaires. Donc ça peut être une recherche de plaisir, s'il a envie de se divertir. Ça peut être la volonté de s'affranchir d'un problème, de s'éviter
une souffrance, ça peut être la recherche d'un espoir, ça peut être aussi la recherche d'une certaine acceptation vis-à-vis des autres. Donc, vous pouvez jouer sur globalement 6 aspects pour faciliter l'utilisation de votre offre. D'abord, il y a le temps. Ça veut dire que si c'est trop long pour compléter une action, les utilisateurs n'iront pas au bout. Donc, comment vous simplifiez considérablement les formulaires d'inscription, par exemple. Deuxième aspect, c'est l'argent. Pourquoi vous avez énormément de gens qui abandonnent leur panier en cours de commande? C'est parce que finalement ils se disent, bon, ça m'empêche de dépenser cet argent. Troisième élément, l'effort physique, au sens du travail que l'utilisateur doit accomplir pour mener à bien telle ou telle action. Ensuite, l'effort intellectuel. Est-ce que ce que vous demandez est clairement expliqué, ou bien est-ce que les indications sont contradictoires? Du coup, les utilisateurs ne vont pas au bout. Peut-être quelque chose d'encore plus important, le fait que ce que vous les encouragez à faire soit ou non dans la norme. Particulièrement sur des offres avec une dimension sociale, les utilisateurs n'auront pas envie d'agir si cela risque de les faire mal voir de la part de leurs contacts. Dernier élément, est-ce que ce que vous leur demandez de faire entre ou non dans le cadre de leurs pratiques habituelles? Et là, c'est particulièrement criant qu'en matière de design, il y a un certain nombre de choses qu'on a l'habitude de faire d'une application à l'autre, et donc il est très difficile de réinventer la roue. Une fois qu'on a vu comment simplifier au maximum la prise de décision de l'utilisateur pour que ce soit inconscient, et donc que cela devienne une habitude, eh bien on va chercher à ce que cette action de la part de l'utilisateur corresponde à l'anticipation d'une récompense. Dans le domaine du numérique, on peut dire que concrètement, il y a 3 types de récompenses. D'abord, ce qu'on peut appeler un peu vite, les récompenses liées à la chasse. Quand vous regardez les profils que vous pourriez ajouter sur LinkedIn, le défilement est infini. Jamais ça ne s'arrête. Donc vous êtes tenté de continuer à descendre avec la souris pour voir encore plus de contacts. C'est une récompense liée à la chasse, dans la mesure où votre curiosité et votre soif de nouveauté est sans cesse réactivée. Plus prosaïquement, les récompenses de la chasse, ça peut aussi être des biens matériels, ça peut aussi être de l'argent, si vous rémunérez certaines tâches. Deuxième type de récompense, les récompenses de la part de la tribu. Alors là, on s'inscrit dans une communauté, et donc on est récompensé de son investissement au sein de la communauté, par exemple avec un statut spécial, par exemple avec des privilèges. Enfin, troisième type de récompense, celle qui concerne l'ego, l'accomplissement personnel. Alors ça peut être la maîtrise d'une nouvelle compétence, un sentiment de réussite, c'est le fameux moment où vous recevez votre certificat après avoir fini un MOOC, un cours en ligne. Alors bien évidemment, la plupart des outils qui cherchent à encourager certaines habitudes vont cumuler les types de récompenses. Si vous prenez par exemple l'email, vous avez déjà l'incertitude au moment d'ouvrir votre boîte. Est-ce qu'il y aura des nouveaux messages? C'est la chasse. Ensuite, il y a l'obligation sociale de répondre aux emails. C'est la récompense de la tribu. Enfin, en termes d'accomplissement personnel, ce qui vous botte, ça peut être de trouver un moyen de trier vos mails pour arriver à 0 message dans l'inbox. Une fois que l'utilisateur décide d'agir en anticipant une récompense, le dernier moyen de modeler ses habitudes vis-à-vis de votre offre, c'est de lier l'usage de votre service ou de votre produit à quelque chose de long terme. D'abord, il y a le travail investi par l'utilisateur. Vous voyez bien que quelqu'un qui a passé du temps à remplir énormément d'avis sur Booking, sur toutes les réservations d'hôtels qu'il avait pu faire, sera lié quelque part avec le site de réservation. Deuxième élément, les données stockées. Si vous utilisez Evernote, vous pouvez globalement mettre tout votre mémoire, des photos, des textes, des extraits de pages internet, dans une seule application. Mais par la suite, vous êtes lié à cette application puisque toutes vos données y sont stockées. Troisième élément, les contacts enregistrés. Si vous avez passé du temps à retrouver vos amis sur Facebook, c'est compliqué au moment de vous demander si vous supprimez ou non votre compte personnel. Les relations créées, si vous êtes sur un forum, que vous avez rencontré des gens formidables, vous aurez du mal à vous dire du jour au lendemain, j'arrête tout, je me désabonne. La réputation, votre réputation comme hôte sur Airbnb par exemple. Et enfin, le savoir-faire, tout ce que vous avez pu acquérir en termes de compétences. Donc la valeur de votre offre
pour l'utilisateur dépendra aussi de votre capacité à stocker cette valeur sous forme de données, sous forme de contenu, sous forme de followers, sous forme de réputation et de compétences.